Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mardi pour votre émission bien sûr. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde. Un jour ou l'autre on passera par cette étape. Je veux bien sûr parler du deuil. Le thème du jour est le deuil, un long chemin de retour à la vie. Donc pour en parler aujourd'hui je reçois Dr Amel Lahrej, vous êtes hypnothérapeute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mounia, bonjour. Et à vos côtés, Dr Sewsen Fassi, vous êtes dentiste et vous êtes là aujourd'hui pour témoigner. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Donc le deuil est une expérience intime et souvent taboue. Lorsqu'à mots ouverts, il est évoqué, c'est bien souvent à l'aide d'expressions usées, vides de leur sens. Il faut faire ton deuil, tourne la page, arrête d'y penser. Des phrases toutes faites qui créent souvent plus de colère et d'incompréhension que d'apaisement. On aimerait recevoir un peu de soutien, éprouver un peu de réconfort et simplement rassurer sur ce qu'on vit et pourquoi pas ressentir un moment la peine s'adoucir. C'est pas toujours évident de ressentir cette peine de ressentir la peine qui s'adoucit. C'est pas toujours évident que la peine s'adoucisse. Et justement, c'est quoi le deuil, docteur Amel Lahrej? Alors Mounia, le deuil, vous pouvez avoir plusieurs définitions du deuil, que ce soit une définition personnelle, psychologique, culturelle. Et dans toutes les définitions, vous allez retrouver cette notion de perte, de séparation et de disparition. Que le deuil peut nous toucher dans notre corps et notre esprit. C'est le cas lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on vit une séparation, un divorce, un déménagement, on perd un travail. Il peut nous toucher aussi dans notre corps quand il s'agit par exemple d'un avortement ou d'une fausse couche. Vous le savez, le deuil, c'est une expérience humaine. Il n'y a pas un être humain qui va éviter cette étape d'évolution de l'humain, que ce soit en la vivant lui-même ou en la faisant vivre à son entourage. Et il faut dire aussi que cette expérience, on peut dire, bon, même si ça peut paraître un peu étrange de le dire, c'est une expérience d'évolution. Parce qu'après un deuil, nous ne sommes jamais les mêmes. Nous ne voyons plus jamais la vie comme avant. D'accord, très bien. Alors, Sewsen, vous êtes là aujourd'hui pour témoigner, justement, parce que vous avez traversé deux deuils, on va dire. Exactement, c'était la perte d'un être cher et le déménagement. Donc, concernant la perte d'un être cher, ça reste un événement le plus pénible que l'on puisse vivre. Genre la mort a beau faire partie du cours normal de la vie, mais rien ne peut nous mettre à l'abri de la douleur qui accompagne le deuil, justement. Donc c'est un passage obligé et on est bien mal préparé à ça. Genre le chemin de la guérison, c'est vraiment un chemin long. Et il n'y a pas une recette magique pour échapper à ça. Donc voilà, c'est comme une traversée du désert. Et soit on en sort plus fort ou avec des séquelles sur la santé mentale ou sur la santé physique. Donc c'est là où le rôle de la famille, de l'entourage, le support moral qui en rentre en jeu, c'est important dans les étapes du deuil. Et voilà, donc par rapport à mon histoire, moi j'ai perdu mon père en étant très jeune. J'avais 11 ans. Alors c'était dû à une maladie incurable. Donc au début c'était le choc, c'était le déni total. J'arrivais pas à accepter, j'arrivais pas à y croire carrément. Et puis c'était la colère. J'étais en colère envers tout mon entourage. C'était affreux quand même. Et puis il y a eu un événement qui a quand même tout changé. C'était la naissance de ma petite sœur. Donc elle est née après la mort de mon père et ça a tout changé pour toute la famille, quoi. Donc déjà je suis passée directement à l'acceptation, c'était fou. Donc j'ai grandi trop vite parce que j'étais l'aînée. Donc, je suis l'aînée, donc je voulais aider ma mère, je voulais aider mon frère et ma soeur, ma petite soeur et tout. Donc je voulais rendre fier mon père, c'est parce qu'il me disait toujours que tu partiras très loin, c'est parce que tu as beaucoup de volonté et tout. Et alhamdoulilah, je me suis sortie ça va. Donc, alhamdoulilah, j'ai grandi, je suis une mère de famille, j'ai réussi mes études et tout. Et là, je tire chapeau à ma mère parce qu'elle a fait le parcours d'une combattante.
pas facile de combiner entre le travail et élever 4 enfants. Et franchement, je lui tire chapeau. C'est vrai qu'on ressent son absence à chaque occasion. L'Aïd, par exemple, il n'a pas assisté à ma soutenance, ni à mon mariage, ni à la naissance de mon fils, à l'ouverture de mon cabinet. J'aurais aimé qu'il soit là, mais il n'était pas là. Mais c'est là où la famille rentre en jeu. Franchement, j'ai une famille en or, aussi maternelle ou paternelle. Ils étaient présents à chaque événement. Et surtout mon grand-père paternel. Et il a carrément comblé le vide qu'on ressentait par rapport à notre père. Il a pris carrément mes études en charge, mes formations et tout. Alors, donc la famille, c'est très important après la perte de notre... Dans ce chemin du deuil, oui, exactement. Être soutenu par la famille, c'est important. Exactement. Donc franchement, je remercie mon grand-père, je remercie ma mère et toute ma famille, parce que peut-être sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, moi ce que je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut jamais abandonner une personne qui a perdu un être cher à son propre sort. Donc même si cette personne est vraiment renfermée sur elle-même, il faut l'aider. Parce qu'elle n'en sortira pas avec toute sa santé mentale et physique. Oui, c'est difficile le parcours du deuil. Exactement. Oui. Donc il y a des étapes dans le deuil, comme l'a expliqué Saucen, elle est passée par le déni, par le choc et par l'acceptation au final. Donc quelles sont les étapes du deuil? De toute façon, Saucen le décrit très bien. Hein. Là, on voit que c'est quelque chose d'inné chez l'être humain. Tout être humain est fait psychologiquement et physiquement pour vivre les étapes du deuil. C'est extraordinaire, elle ne les connaît peut-être pas, mais elle les a décrits dans le processus qu'elle a vécu. En fait, oui, il y a la première étape qui est l'étape du choc, donc de la sidération. On a la nouvelle, on nous annonce la nouvelle, et là c'est parti pour quelques heures à quelques jours. Donc il y a des personnes qui vont peut-être se muer dans un silence pesant, il y en a qui vont peut-être perdre, si vous voulez, la raison, il y en a qui vont peut-être s'évanouir. C'est une étape. Chacun comment il va la vivre. La deuxième étape qui va suivre, c'est l'étape de la fuite. C'est-à-dire, une fois qu'on passe le choc, on va passer par l'étape de la fuite. La fuite, on est un petit peu, si vous voulez, dans quelque sorte dans le déni, où on va rentré dans, si vous voulez, dans un cercle d'activité sans arrêt. On va bouger, on va faire tout plein de choses. Ou bien l'inverse, on va se replier sur soi-même. Ou bien on va imaginer que la personne est toujours là. On va continuer à mettre son couvert, on va répondre au téléphone, on va parler de la personne comme si qu'elle était là. C'est une étape normale, il faut le savoir, qui va durer quelques semaines à peut-être au max 6 mois. C'est au max, hein. Je dis bien c'est 6 mois au max. Hein. C'est-à-dire là, quand ça arrive à 6 mois, il faut agir. La troisième étape, c'est l'étape de la sidération, pas la sidération c'est la deuxième. C'est la déconstruction, c'est-à-dire que la personne accepte ce qui s'est passé, sauf que le ressenti n'est pas agréable. C'est de la colère, elle l'a bien décrit, ça peut être la tristesse, la culpabilité, ça peut être des regrets, tout plein de choses. C'est une étape aussi normale où on accepte ce qui s'est passé et on est en train de vivre la douleur. On donne le temps à la douleur de s'apaiser d'elle-même. C'est une étape qui va durer entre 6 mois et 2 ans. Ça dépend des cas. Ça dépend aussi du type de perte. Hein. Alors, au-delà des 2 ans, là, on a besoin d'intervenir. Tout à fait, si ça dure plus de 2 ans, on a besoin d'intervenir. Et on arrive à la dernière étape qui est la restructuration. C'est une étape où on accepte ce qui s'est passé et la douleur se calme, elle s'apaise. On passe à autre chose. On accepte de continuer sa vie avec ce que cette expérience de deuil nous a apporté. Saucen le décrit, ce qui lui a permis de passer cette étape, c'était la naissance de sa petite sœur. C'est souvent un événement comme ça qui arrive, qui fait qu'on passe à l'étape suivante? Pas systématiquement, non, pas du tout. Un événement comme ça peut faire qu'on passe à la dernière étape. Même des fois, même avec un événement comme ça, on peut ne pas passer à la dernière étape, on a besoin de se faire accompagner. L'idée, Mouniès, c'est que c'est des étapes à suivre. C'est des étapes normales. Il faut accepter que le deuil passe par des étapes. Quand les gens ne savent pas quelles sont ces étapes, ils sont un petit peu perdus. Ils se disent, allez, je suis triste, c'est trop long. Non, c'est des étapes à vivre, il faut le savoir. Même quand quelqu'un vient nous voir, nous professionnels, il nous arrive de ne pas intervenir, on explique juste les étapes, on dit à la personne, vis tes étapes.
Ton corps a besoin de digérer, ton esprit a besoin de digérer ce qui se passe. On ne peut pas te forcer, il faut pas les brûler en fait. Oui. Et ça dure combien de temps, justement? Alors, ça dépend du deuil, Mounia. Si c'est la perte, enfin, si c'est une séparation, un divorce, quelque chose qui ne nous touche pas dans les entrailles, ben, ça peut nous toucher, mais pas autant que la perte d'un être cher. Ça peut être rapide, c'est-à-dire ça peut se faire dans les 6 mois jusqu'à 1 an. Dans les étapes. Si c'est un être cher, que ce soit, si vous voulez, ascendant ou descendant, là, ça va entre 1 année jusqu'à 2 ans. Je parle du processus qu'on va vivre totalement. Hein. Maintenant, dans chaque étape, il est parfois nécessaire d'intervenir. Quand, si vous voulez, la personne vit les choses un peu difficilement. Je vous prends la première étape du choc. Si la personne n'arrive pas à s'en sortir au bout de cette semaine, si elle reste dans ce mutisme, si elle reste, si vous voulez, dans cette, un petit peu, entre guillemets, cette folie, là, parfois, on a besoin d'intervenir. La deuxième étape, quand on est dans le déni, si ça dure trop longtemps, si la personne, si vous voulez, perd tout contact avec le milieu extérieur, là aussi, on peut intervenir. La troisième étape, on lui donne le temps. Maintenant, si elle dure trop longtemps, parce que des fois, il y a des personnes qui mettent 10 ans à sortir de la troisième étape qui est la déstructuration, il a besoin d'intervenir parce que la personne a besoin de vivre sa vie, de passer le cap. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. Vous l'avez bien souligné, l'entourage peut être vigilant sur ce plan. C'est-à-dire observer, voir comment ça se passe, tout en respectant les étapes que la personne est en train de vivre. Très bien. Donc nous allons suivre un reportage de notre collègue journaliste Farida Ben Meslem sur le deuil et on revient tout de suite après pour continuer le débat. Une personne qui rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne et qu'elle ne peut faire face à une situation jugée complexe, telle qu'un conflit professionnel ou une déception émotionnelle. Face à toutes ces complications, la personne peut juger nécessaire de se faire aider. C'est là qu'intervient le coach de vie. Le but du coaching, c'est aider la personne à atteindre un objectif précis et on commence toujours par les résultats. Quand on rencontre la personne pour la première fois, nous travaillons sur quel est le résultat que cette personne souhaiterait obtenir. Une fois qu'on définit les résultats, on passe à la partie la plus importante dans le cycle de développement de Dale Carnegie, qui est l'attitude. L'attitude, c'est la prise de conscience. C'est que la personne doit prendre conscience qu'elle veut effectuer ce changement. Et à travers notre coaching émotionnel, nous allons aider cette personne à s'ouvrir au changement et être consciente aussi du résultat qu'elle souhaiterait obtenir. Vous l'aurez compris, le concept de coach de vie est une pédagogie de l'action, orientée sur la solution et l'assistance de personnes en difficulté. L'accompagner pour trouver une stabilité avec une approche qui dépend essentiellement du profil de la personne coachée. Une écoute active, un questionnement ciblé, même s'il s'agit d'une période charnière de votre vie, telle qu'un deuil. Qu'est-ce qui t'empêche réellement à accepter ce deuil et à accepter cette période de tristesse, Leïla? Le plus difficile, c'est déjà ne pas voir la personne là, avec nous. Et puis aussi que ça s'est passé tellement vite et qu'on ne s'y attendait pas, reflat. Ça, c'est difficile à accepter. Leïla, pourquoi tu es là? Khadija, parce que je suis arrivée à un moment où avancer de moi-même, wahdi, ça ne me suffit pas. Là, je me suis vraiment rendu compte que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Et qu'est-ce qui t'avait empêché de dépasser ce deuil? Tu t'es sentie comment? Bien, première chose, c'est la colère. Parce qu'on ne l'accepte pas, même si on côtoie, on se sépare de personnes depuis toujours. Flenmet, Flentoufa, Flendonk, ok, ça c'est les autres. Mais quand ça nous arrive à nous, c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est la colère, on l'accepte pas. On se dit, on sait le reflet, enfin, comme ça s'est passé vite, par surprise. Je m'y attendais pas. Et aussi, je ne sais pas comment faire. La volonté que j'avais avant, je ne l'ai plus. Et j'ai plus de carburant en fait. J'ai besoin de, je sais pas, d'apprendre à aimer
quelque chose de peut-être reprendre espoir aussi pour avancer. Vraiment envie de vivre et envie d'avancer, envie de vivre de belles choses. Et je sais que si moi je n'ai pas envie, ben, personne autour de moi n'aurait envie. Et là je parle plus de ma famille, ma petite famille, mes filles, mon époux. Oui, j'ai besoin, je suis fatiguée d'être comme ça, j'ai vraiment besoin de dépasser. Avec cette volonté de changement, et quand on parle de l'habitude, on voit le résultat après une bonne période de temps. Mais on commence toujours par une action. Quel serait le changement que tu vas faire à partir d'aujourd'hui? Quelle serait la première habitude que tu vas changer juste après notre séance d'aujourd'hui et que tu reviendras à la prochaine séance avec le résultat et l'impact que cette action a eu sur Leïla et son entourage? Eh bien, pour moi, je pense, il y a beaucoup de choses, mais je pense vraiment reprendre le dessin. Parce que pour moi, c'est important, j'adore faire ça, ça me détend, d'une part. Et d'autre part, je peux aussi impliquer mes filles avec moi. Donc ça me permet d'avoir, oui, le dessin. La personne va présenter cela, elle doit parler et dégager. Et lorsqu'elle parle, on fait ce qu'on appelle le coaching in the moment. On va la coacher sur place et on va effectuer le changement sur place. On n'attend pas la personne qu'elle parte chez elle, on va lui dire « Ok, tu vas faire ça et ça ». Non, on va le faire sur place. Et à chaque fois, on va lui donner des engagements à faire. Si elle va s'engager, là, tu vas faire ça et ça. Et la prochaine fois, elle va revenir et nous donner quel était l'impact de cela. Tout ça est relié, on va dire, à travers des cas pratiques que nous allons lui donner comme activité et aussi toujours avoir le résultat. Parler de ses émotions fait découler le processus du travail du coach, dévoiler ce que jusque-là était refoulé et se permettre de s'exprimer ouvertement. C'est à partir de ces clés que le travail du coach commence pour vous aider à vous recentrer sur d'autres pensées et déclencher l'envie de continuer et de vous sentir enfin libéré et s'épanouir. Alors on revient sur le sujet qu'on vient de voir. Tu voulais réagir, Amel? Oui, par rapport justement aux étapes du deuil, en fait, il est très important, Mounia, de respecter les étapes du deuil, la douleur, l'envie de ne rien faire. C'est-à-dire il y a des moments où on n'a rien envie de faire, on a besoin de juste vivre sa douleur, ne pas se forcer. Ne pas se forcer, connaître un peu les étapes, ne pas se forcer jusqu'au moment où c'est le moment. En fait, vous avez vu, si vous voulez que je vous reparle des 4 étapes, alors nous avons l'étape du choc. Justement, 4 étapes, je vous dis franchement, en faisant mes recherches, j'ai trouvé 5 étapes, j'ai trouvé 7 étapes, et je n'ai pas trouvé 4 étapes, donc du coup je suis un peu... Donc il y a plusieurs façons de classifier Tout à fait, c'est plusieurs façons. C'est-à-dire vous allez avoir 7, 5, 4, mais si vous décortiquez, vous allez voir que dans toutes les étapes, c'est la même chose. En fait, c'est plus le cheminement, Mounia, c'est un cheminement qui va aller comme ça. Donc, alors, vous pouvez mettre de la colère, de la tristesse, ou là, vous pouvez mettre tout ça dans la déstructuration. On peut, si vous voulez, on peut classifier en 4 ou 5. L'essentiel, c'est de comprendre comment ça se passe, le processus lui-même. Donc, on a dit, la première étape, c'est le choc, qui dure quelques heures à une semaine. Ensuite, c'est la fuite, c'est quelques semaines à jusqu'à max 6 mois. Ensuite, c'est la déstructuration. On accepte, c'est là que la douleur va s'exprimer, c'est là que les symptômes, si vous voulez, les insomnies, peut-être la colère, il y a plein de choses qui vont sortir. La personne n'a pas envie de faire grand-chose, elle est triste. Respecter ce que la personne va vivre et elle doit elle-même se respecter ce qu'elle vit. Et on finit, cette étape, je répète, elle dure entre 6 mois et 2 ans. Au-delà de 2 ans, une intervention est nécessaire. Et la dernière qui est la restructuration, où c'est bon, on a fait son deuil. On est passé à autre chose, l'expérience est ancrée en nous et on recommence à vivre. Donc il est important que les personnes respectent ce qu'elles vivent, se forcer ne sert à rien. C'est-à-dire on peut se dire, bon allez, va faire de la peinture ou il y a un moment où c'est pas possible. Je ne sais pas, vous pouvez en témoigner. Le corps, l'esprit, les hormones ne permettent pas que la personne fasse quoi que ce soit. Donc forcer ou se forcer peut être contre-productif si on n'est pas, on respecte pas tous ces délais. Il faut se laisser le temps. Laisser le temps, tout à fait. Faut pas sauter les étapes, quoi. Exactement. Et le savoir, Mounia, c'est-à-dire que les gens, ce que vous faites, c'est que je trouve ça admirable. Vous dites aux gens qu'il y a des étapes, tout simplement, et que quand on sait ce qu'il y a, bon, c'est bon, on sait ce qu'on a à vivre. Oui.
Oui, quand on est au courant, ça passe Tout mieux. à fait. Quand on est au courant, on ne se pose pas trop de questions. On sait que c'est normal, on y va. Très bien. Et justement, pour vous, le deuxième deuil, c'était le déménagement. Donc, vous avez quitté votre petit cocon familial, votre ville, pour venir ici à Alger, parce que vous êtes originaire de Annaba, pardon, de Annaba. Donc, vous avez dû quitter la maison familiale, vous avez dû quitter votre famille, votre quartier, votre... C'était comme un arrachement. Et là, je connaissais personne sur Alger. C'était vraiment difficile. À un certain moment, je voulais retourner. Genre, je voulais vraiment parler avec le doyen de la fac de Annaba pour me reprendre. Et puis, je commençais petit à petit à me faire des amis, des copines de la fac et tout, et ça allait mieux. C'était plutôt léger par rapport à la perte d'un être cher quand même, donc ça va. Là, j'aime beaucoup Alger. Je me suis habituée à vivre ici et ça va. Donc les études, les amis, ça vous a aidé à traverser cette période? Exactement. Donc déjà, nous en dentaire, c'est des études trop chargées. Donc j'étais vraiment penchée sur mes études et tout. Et puis les amis, oui, ça aide vraiment beaucoup parce qu'il faut vraiment des fois sortir, changer un peu d'air et tout. Et il y a eu aussi la visite de ma famille qui aidait un petit peu avec la séparation et tout. Voilà. D'accord. Eh ben, très bien. Donc c'est plus facile donc de faire un deuil sur un déménagement ou autre que la perte d'un être cher. C'est l'importance émotionnelle de l'événement. Un être cher, c'est un être cher, c'est les entrailles. Exactement. Quand je mets ça, c'est le cœur, mais c'est les entrailles aussi. Donc je vais aussi partager avec vous un autre témoignage. Donc je rappelle que vous pouvez vous aussi nous envoyer vos témoignages. On poste régulièrement sur la page Facebook de Canal Algérie des appels à témoins. Donc vous pouvez partager avec nous. Vous nous contactez sur Canal Algérie sur Facebook ou sur Mounia Ouitis. Sur Facebook, vous nous envoyez vos témoignages. Je me ferai un plaisir de les partager, comme je vais partager celui de Rachida qui m'a envoyé son témoignage. Et je vais vous le lire. Voilà. J'ai perdu maman, Allah yarhamha, en juillet dernier et cela m'est très douloureux. Ça l'est d'autant plus en eu égard des conditions sanitaires qui ne me permettent de cheminer normalement de mon deuil. Ma maman représentait tout pour moi et j'ai le sentiment de ne pas m'en sortir. Elle me manque cruellement. Elle a été inhumée en Algérie comme elle l'avait souhaité. L'Algérie était le pays de son cœur, sa patrie. Comme je le disais, les conditions ne me permettent de me recueillir sur sa sépulture. C'est une peine qui vient se greffer à la peine liée à son décès. C'est extrêmement dur. Le deuil est un très long chemin et je crois que la peine sera toujours présente. Peut-être le temps l'atténuera, mais c'est une cicatrice qui ne se refermera jamais et dont il faut veiller à prendre soin pour qu'elle ne soit pas vive et douloureuse. Je prie Dieu afin qu'il puisse m'aider dans cette épreuve. Elle nous a rajouté une petite définition. J'ai trouvé une belle définition pour le deuil. Qu'est-ce que le deuil, sinon de l'amour qui refuse de s'éteindre ? Donc voilà, c'est le témoignage de Rachida qu'on salue. Et c'est plus difficile quand il y a la distance. Voilà, parce que là, Rachida est à l'étranger, sa maman aussi était à l'étranger, mais elle a été enterrée ici. Et donc, elle ne peut pas venir se recueillir sur sa sépulture. C'est plus difficile de faire son deuil. Oui, ça peut être plus difficile parce qu'en fait, on ne voit pas le défunt, on n'a pas, si vous voulez, en fait, tout le rituel de la veillée et la présence des gens autour de nous, ça nous aide énormément à, si vous voulez, passer l'étape de l'acceptation. Oui, ça peut être plus dur. Après, bon, comme Yahilha, oui, Yahilha, elle le dit, de toute façon, elle le dit magnifiquement, elle dit, il y a la douleur de la perte de ma mère et la douleur de ne pas pouvoir venir la voir. Et bon, après, c'est des étapes. Elle finira par les vivre, elle accepte de vivre cette douleur. Et je trouve magnifique sa définition du deuil, c'est de l'amour... qui refuse de s'éteindre. Oui, l'amour ne s'éteindra jamais. Il y a un moment où la douleur est tellement présente que cet amour, c'est un petit peu mis sous l'ombre de la douleur. Mais tôt ou tard, il faut savoir que cette douleur diminue. Elle restera toujours dans des occasions, l'Aïd ou des événements, mais tôt ou tard, c'est l'amour qui prend le dessus par rapport à la perte d'un être cher. Et il faut le dire, Mounia, personne ne sort indemne de la perte d'un être cher. Quand je dis indemne, c'est quelque chose qui nous marque à vie. On ne peut pas être les mêmes.
On ne peut jamais être les mêmes, tout en sachant que c'est une expérience de vie normale chez l'être humain. Très bien. Donc on l'a vu ici, c'est la perte d'une maman. Avec Sausen, c'est la perte d'un papa. Est-ce que c'est, on trouve, il y a des témoignages, il y a des personnes qui disent la perte d'un enfant est plus cruelle parce qu'on logiquement on est censé partir avant nos enfants. Donc partir après, voir notre enfant partir est très difficile. Est-ce que c'est plus dur ou est-ce qu'on s'en remet de la perte d'un enfant? Alors Mounia, la douleur ne se mesure pas. Oui. La douleur ne se mesure pas. C'est vrai qu'on dit que la perte d'un enfant est plus dure que la perte d'un parent. On dit aussi que pour un homme, la perte de sa maman est une des plus grandes pertes. On dit aussi que pour une femme, la perte de son enfant est une des plus grandes pertes. Je dirais que ça ne se mesure pas. La douleur est une douleur. La perte d'un être cher, c'est la perte d'un être cher. Après, tout est surmontable. Il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui va nous anéantir. Il y a des étapes à vivre. Nous avons besoin de les vivre. Quand il y a un moment où nous n'arrivons plus tout seuls, un peu comme dans le reportage, où on peut se faire aider, que ce soit par la famille ou par un professionnel. Il faut savoir qu'il est possible de se faire aider une fois que, si on voit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on se débrouille tout seul. Ce n'est pas une fatalité. La douleur ne sera pas là toute la vie. Et il faut vivre aussi ce qu'il y a à vivre quand il faut le vivre. Exactement. Je peux vous dire que nous n'avons pas le droit d'intervenir, Mounia, dans cette période d'une année. En tant que professionnel. Donc si une personne vient vous voir oui. Alors qu'elle vient de perdre une personne, ça ne fait pas une année, donc... Oui, sauf s'il y a, si vous voulez, un comportement un peu particulier. Mais si elle est en train de vivre ces étapes du deuil, nous n'avons pas le droit d'intervenir parce qu'elle est capable. Elle est capable d'arriver jusqu'à la 4e étape. Maintenant, si il y a des problématiques, par exemple s'il y a des pensées suicidaires, la personne arrête de manger, elle arrête de vivre, ou elle est dans un état où c'est impossible qu'elle puisse vivre, là on intervient. Mais généralement, on attend cette étape, cette période d'1 an pour éventuellement intervenir. Comment peut-on aider une personne quand on voit une personne en train de souffrir, en train de faire son deuil, qui n'arrive pas? Comment peut-on aider cette personne-là? Sausen l'a dit, pour vous c'était votre entourage qui vous a aidé, C'était ma famille, mes amis et tout. Alhamdoulilah, ça n'a pas été vraiment pénible après à vivre. Donc franchement, le support moral est très important. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on vous disait ne pleure pas, ne fais pas, Mektoub, est-ce qu'on vous disait ça? Si on me disait ça, vous faisait ce qui quoi? me rendait très en colère, justement. C'était dans l'étape de la colère, c'était justement ça. Parce que je refusais d'assister à l'enterrement. Je ne voulais pas le voir partir comme ça. Et on me disait, non, ne pleure pas, c'est le Mektoub, ne pleure pas. Et c'est ce qui me rendait encore plus agressive, disons, envers ces personnes. Donc après, je me suis calmée toute seule. Voilà. C'est les phrases qu'il ne faut pas dire. Tout à fait, Mounia. C'est respecter la douleur des autres, les larmes des autres, ce qu'ils sont en train de vivre, même l'état de choc. Il y a des personnes qui sont en état de choc. Respecter cela. On peut s'inquiéter, je peux comprendre de la part de la famille l'inquiétude. Mais respecter ce qui est la douleur. On a le droit d'avoir mal. Nous ne sommes pas obligés de... C'est vrai, il y a le Mektoub, c'est la vie, on le sait, mais cette douleur a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de sortir. Donc si on veut aider, justement, connaître les étapes du deuil autant qu'on peut et se dire c'est tout à fait normal. Respecter l'évolution de la personne. Si elle a envie de s'isoler, qu'elle y va. Si elle a envie de pleurer, qu'elle y va. Tout en restant vigilant, c'est-à-dire on va observer la personne dans son comportement. Si on voit que ça va dans l'exagération, là on peut intervenir, enfin on demander à quelqu'un d'intervenir. Mais généralement c'est respecter ce que la personne est en train de vivre. D'accord. On peut soutenir en, je sais pas, en la faisant peut-être sortir, si elle a envie, je sais pas, en parlant d'autre chose, mais surtout ne pas rentrer un petit peu dans ce qu'elle est en train de vivre elle. Ne pas forcer. Ne pas forcer et puis ne pas de faire dans l'excès. Vous savez, des fois quand on a un ami ou quelqu'un qui a perdu un être cher, on se dit qu'est-ce que je vais lui dire? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Des fois, on a juste besoin de la présence de la personne. Oui, voilà. Exactement. Il n'y a rien à dire, juste dire je suis là, point à la ligne. On ne peut pas soulager quelque chose qui est à l'intérieur, c'est pas possible. Je suis là si tu as besoin de parler, je suis là si tu as besoin de ma présence, je suis là. Voilà. Des fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des fois on est gêné, on ne sait pas quoi dire, on est tout simplement se lâcher la grappe, il n'y a rien à dire.
D'accord, très bien. La situation de la pandémie, depuis l'année dernière, ça fait maintenant une année qu'on est en pleine pandémie, donc la situation l'année dernière où on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas assister à l'enterrement, ni faire notre rituel classique, ça peut entraver un peu le processus du deuil. Ça peut retarder un petit peu. Vous savez, Mounia, si vous voulez, tout ce rituel du deuil, c'est quelque chose de très bien. Que ça soit, enfin, dans toutes les cultures, il y a un rituel du deuil qui nous permet, si vous voulez, non seulement de se retrouver entourés, on sait qu'il y a des gens autour de nous, mais en même temps, si vous voulez, d'essayer de passer les étapes, pas en 3 jours, mais d'aller du choc vers, si vous voulez, la fuite, ou par la suite, l'acceptation, même si elle est douloureuse. Oui, ça peut retarder toute la situation actuelle, elle peut retarder, si vous voulez, les étapes. Mais nous sommes faits psychologiquement et physiquement pour vivre ces étapes. Ça a beau être retardé, si vous voulez, notre corps, notre esprit, notre âme rattraperont, si vous voulez, ce qui a rattrapé. Si ça ne se fait pas, ne pas hésiter à se faire accompagner. D'accord. On se fait accompagner par un coach ou alors? C'est comme on veut, Mounia. Des fois, on a besoin d'un psychiatre. Des fois, on a besoin d'un psychiatre quand on a trop mal et que le cerveau est en train de vraiment souffrir. Parfois, une médication est nécessaire. C'est-à-dire pour le temps que le cerveau se repose. Après, on passe par la psychothérapie. On passe par la psychothérapie. Si les deux n'est pas fait, parfois le deuil n'est pas fait. Et c'est des protocoles à faire pour couper la douleur. Moi, je préconise la psychothérapie quand le deuil n'est pas fait. La partie coach, c'est quand c'est bon, on a accepté et on va aller vers la vie. Parce que le coaching, je peux vous le dire, c'est l'accompagnement du bien portant. Bien portant, ça ne veut pas dire qu'on est malade, le bien portant, c'est-à-dire ça va, j'ai réglé plein de choses, maintenant je vais aller faire, je sais pas, vivre ma vie, réaliser des objectifs. La psychothérapie ou l'hypnothérapie ou tout ce qui un peu touche à la thérapie, ça va aller dans quelque chose qui fait encore mal, qui n'est pas encore réglé. Tout en sachant qu'il est possible qu'un psychiatre intervienne si nécessaire. On peut avoir des dépressions suite à des deuils. Là, ni la thérapie ni le coaching ne sera utile. Nous avons besoin de prendre parfois des médicaments. Très bien. Donc si vous avez aussi des conseils à donner à tous les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Moi ou Saoussen? Oui, Saoussen aussi. Parce qu'elle a vécu la chose de façon innée, naturellement. Je pense qu'elle pourrait plus donner de conseils que moi. Elle a vécu ces choses. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est par rapport à l'entourage plus que la personne elle-même. C'est qu'il ne faut pas abandonner la personne, même après des années et tout. Donc, il ne faut pas abandonner la personne. Et puis, même pour la personne, il ne faut pas vraiment s'enfermer sur soi-même. Il faut parler, il faut faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur et ça aide beaucoup. Voilà. C'est vrai, la parole aide. La parole aide, oui. La parole et être aussi. Voilà. Très bien. En tout cas, elle a dit avec ses mots, c'est ça, c'est l'entourage, respecter les étapes et la personne ne pas hésiter à partager si nécessaire et se dire que c'est tout à fait normal de vivre des étapes pendant le deuil. Très bien. Donc merci à vous deux. Merci Dr Amel Laharj, vous êtes hypnothérapeute. Merci encore d'avoir débattu avec nous. Merci beaucoup. Et Dr Saoussen Fassi, vous êtes dentiste et vous étiez là aujourd'hui pour témoigner. Merci encore. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Conseils pratiques. Place à la rubrique Conseils pratiques et aujourd'hui je reçois Dr Katia Baidi, vous êtes pédopsychiatre. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors avec vous nous allons parler de comment annoncer à un enfant le décès d'un proche. C'est pas toujours évident, on ne sait pas si on doit en parler avec l'enfant, ça dépend de l'âge, on ne sait pas si on doit l'annoncer, comment, quels mots utiliser, c'est un peu difficile. Oui, donc la première chose à savoir, c'est déjà pour annoncer un décès à son enfant, c'est d'abord savoir si on est capable de le faire. Genre si nos émotions ne vont pas nous dépasser, il faut rester maître de soi-même. Parce que c'est une annonce très importante, assez grave. Donc il faut être prêt à accueillir les émotions de l'enfant lui-même. Donc premièrement, si on voit qu'on n'est pas capable de l'annoncer, il faut le confier à un autre membre de la famille. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est 2 choses. La première, dire la vérité. D'accord. Et la seconde, ne pas raconter d'histoire. ne pas raconter de mensonges, ni d'histoire.
dire la vérité et deuxième des choses, la dire avec les mots les plus simples pour utiliser le langage de l'enfant. Bon, si c'est dans la petite enfance, vraiment se mettre au niveau de l'enfant, utiliser des mots très très simples pour qu'il puisse les comprendre. Si c'est un peu plus âgé, on s'adaptera à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. Donc ne pas mentir, ne pas dire il est parti en voyage, il sera pas là. Il faut vraiment dire ce qui est conseillé, c'est vraiment dire il est mort, même si en dessous de 7-8 ans, les enfants n'ont pas cette notion de mort. D'accord. Mais justement, j'allais vous poser la question, à quel âge peut-on déjà en parler avec un enfant? À partir de 3-5 ans, déjà à 3-5 ans, il commence à se questionner. Genre, déjà s'il voit un proche qui n'est pas là, ou bien parce qu'il voit dans leur entourage, dans les dessins animés et tout, donc ils vont commencer à se questionner. Donc ils vont venir vous poser parce qu'ils partiront à la crèche, à l'école, donc ils vont entendre, donc viendront vous questionner. Et là, il faudra en parler. Il faudra en parler, toujours, il faut dire la vérité, dire à l'enfant que voilà, sa question est importante et lui répondre le plus simplement possible. D'accord. Mais c'est à partir de 7-8 ans que l'enfant acquiert la notion de mort. D'accord. Avant, il est dans l'irréversibilité, c'est-à-dire pour lui, au contraire, pour lui, c'est quelque chose de réversible. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort. La personne peut revenir. Peut revenir. Elle est juste partie, elle va revenir. Et il n'a pas la notion d'universalité. C'est-à-dire, pour lui, c'est juste la personne qui est morte ou juste celle-là. Genre, ça ne peut pas toucher tout le monde, ses parents ou sa famille ou lui-même. D'accord. Donc, tout cela, c'est avant 7-8 ans. Avant 7-8 ans. L'enfant ne comprend pas que la mort peut toucher toutes les personnes. Ne comprend pas que la mort, après la mort, on n'en revient pas. On n'en revient pas, exactement. D'accord. C'est pas évident à expliquer la mort à un enfant. Quels mots, comment choisir les mots pour lui expliquer exactement ce que c'est? Parce qu'on regarde dans les films où on raconte des histoires et il est monté au ciel, où on a du mal à essayer de trouver. On a peur de faire mal à l'enfant, on a peur de l'effrayer aussi, on a peur que l'enfant se mette à faire des cauchemars ou qu'il dise moi aussi je vais mourir un jour et qu'il ait peur de ça. Oui. C'est-à-dire l'enfant, à l'inverse de l'adulte, vu qu'il ne comprend pas, il n'est pas conscient de ce que ça veut dire quelqu'un de mort, il lui faudra beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, il comprendra au fil du temps, au fil des événements. Là où la personne décédée ne sera pas là, c'est là où il verra la différence. C'est là que viendront les questions, c'est là que viendront les émotions. Ce n'est pas au moment d'annoncer. Au moment d'annoncer, on peut même assister à une indifférence. L'enfant va aller jouer comme si de rien n'était. D'ailleurs, là, les parents ou les proches ne devront pas le culpabiliser. Parce que c'est une réaction normale. Genre, à l'inverse de l'adulte, il ne passera pas par les étapes du deuil. On en a parlé juste avant, justement, les 4 étapes. Avec les enfants, comment que ça se passe? Chaque enfant est différent. Donc, chaque enfant peut passer par la tristesse, la colère, le questionnement, l'indifférence. Parce qu'à partir de 7-8 ans, après 7-8 ans, c'est déjà à la base, ils sont conscients de ce qui est de la mort. Déjà, ils sont angoissés par rapport à ça. Alors là, leur annoncer le décès d'un proche, ça va vraiment générer une forte angoisse chez eux. Comme ils peuvent, ça reste quand même, c'est pas des adultes, ça reste des adolescents, et ils peuvent être aussi dans l'indifférence. Donc, aux parents, il faudrait accueillir toutes les émotions de l'enfant ou de l'adolescent, quelle qu'elle soit. D'accord, très bien. Être toujours là pour parler, si l'enfant nous pose des questions, toujours répondre. C'est-à-dire, il faut rester, il ne faut pas intervenir quand cela n'est pas nécessaire, mais rester près de l'enfant ou de l'adolescent et surtout leur conférer la sécurité. C'est ce qu'ils ont besoin. Après, les questions, les interrogations, les émotions viendront en fil du temps. Vous avez eu déjà des consultations pour des enfants qui n'arrivaient pas, on va dire, à faire leur deuil, ou n'arrivaient pas à comprendre, ou n'arrivaient pas à accepter le départ d'un être cher? C'est-à-dire, nous, dans la pédopsychiatrie, on intervient lorsque... on n'intervient pas quand il ne comprend pas ou quand il s'interroge et tout.
On intervient quand il y a un impact. C'est-à-dire, chez la petite enfance, c'est des enfants qui vont avoir un problème sur les troubles, ils auront des troubles intellectuels, c'est-à-dire ils dormiront pas ou ils vont arrêter de manger. Donc là, c'est là qu'on a agi. Donc on va agir d'abord parce que franchement, parce que c'est l'impact qui est important. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a que le questionnement, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ça c'est pas grave. Tout va bien. Au fil du temps, ça va venir. Mais si il y a l'impact est là, c'est-à-dire même au niveau scolaire, Donc quels sont les impacts justement? On a insomnie, on a quoi d'autre? Insomnie, anorexie, c'est-à-dire ils vont arrêter de manger. Il y a surtout l'impact à l'école. L'isolement, ils arrêtent de jouer, ils s'isolent. C'est beaucoup plus ça. D'accord. Voilà. Il faut consulter à ce moment-là? Oui. Et ça prend du temps, c'est une thérapie, c'est comment que ça se passe? C'est chaque enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque enfant est différent, chaque enfant a son rythme, parce que chaque enfant a sa propre histoire. Du coup, il faudra s'adapter à l'enfant et ça prendra le temps qu'il faudra. D'accord. Et ça n'arrive pas au traitement, aux médicaments? Non, en général. Pas forcément, non. Ça vraiment, ça reste dans les cas les plus extrêmes. D'accord. Les plus extrêmes. Donc un enfant de 2 ans, on va dire un enfant de 2 ans, est-ce qu'on peut lui annoncer la nouvelle? Est-ce qu'on peut en parler avec lui? On essaye? Oui, on essaye toujours? De 3 ans, en général, c'est à partir de 3 ans qu'il commence à plus ressentir la présence des parents, les séparations. Donc c'est là où s'il y a décès, le parent restant ou la famille devra l'annoncer avec des mots simples et surtout dire la vérité. D'accord, très bien. Si vous avez des conseils à donner aux parents? C'est toujours dire la vérité, ne pas mentir, utiliser des mots très très simples. Et pour ce qui est du petit enfant, c'est plus dans le temps. Il nous questionnera tout le temps, à chaque occasion. Pourquoi on ne vient pas me chercher à l'école, par exemple? Pourquoi il n'est pas ici aujourd'hui? Pourquoi le jour de l'Aïd, il n'est pas là? Donc ça sera une réassurance, on va dire, quotidienne au fil du temps. Pour ce qui est des adolescents, les adolescents, ça sera presque le même deuil qu'un adulte. Je dis presque parce qu'il peut y avoir des différences. Là, il faudra surtout rassurer, entourer. C'est très très important d'être entouré. Ça, c'est très très important. Entouré par la famille, par les amis. Franchement, ne pas laisser l'enfant se refermer sur lui-même. L'enfant se refermer sur lui-même ou être livré à ses angoisses ou à ses peurs. Rassurer, même s'il ne le demande pas, il faut vraiment agir. Voilà. D'accord. Est-ce que, par exemple, chez nous, vous savez comment que ça se passe, donc notre rituel, est-ce qu'on fait assister les enfants à tout ce rituel, à l'enterrement? Est-ce que l'enfant peut voir le défunt avant l'enterrement? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses avec les enfants ou non? En théorie, oui, on peut, mais après, ça reste les convictions de chaque parent. Mais en théorie, c'est mieux parce qu'il voit le départ, il voit... parce que chez nous, on a la religion, ça nous aide beaucoup, donc ils voient ce que c'est, ils voient que c'est le départ et ça permet de comprendre. Pour la petite enfant, ça prendra beaucoup plus de temps, avec beaucoup de questionnements, mais pour l'adolescent, ça va vraiment aider. Après, ça reste le choix de chaque famille. Des parents. Oui. Donc du coup, si on choisit de le faire, ça ne risque pas de choquer ou d'avoir de répercussions sur la suite pour l'enfant, de voir un papy par exemple, un papy, une mamie ou peut-être même un papa qui est décédé, de le voir dans cette situation justement. Ce qui choque, c'est surtout le mensonge, quand on cache. C'est ça qui a le plus d'impact que de voir le défunt. Mentir sur le décès d'un proche, et avec le temps, l'enfant ou l'adolescent va comprendre, ça fait plus mal et ça a plus d'impact néfaste que le fait d'assister à un enterrement. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir mentir pour un peu... protéger. Protéger, oui. Exactement. Protéger l'enfant, on a peur de lui faire mal, on a peur qu'il ait mal, qu'il souffre. Donc du coup, on a tendance à raconter des histoires. Et donc, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que avoir mal, être triste, c'est normal. C'est un processus normal. Exactement. Quand on perd quelqu'un de cher, c'est quelque chose de normal. Donc on ne peut pas protéger contre ça. Quand il y a un décès, on ne peut pas protéger contre l'impact que ça a à avoir. D'accord.
Donc autant dire la vérité dès le départ et être là pour rassurer, sécuriser et être voilà, avec bienveillance et contenir toutes les émotions de notre enfant. Très bien. Et est-ce qu'on peut prendre l'enfant avec nous, voir la sépulture du défunt? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, cela, je trouve ça on garde le lien. Ça leur permet de mieux comprendre ce que c'est la mort. Le processus, où ira-t-on quand la vie finit, voilà. Et surtout toujours finir sur une note positive, dire voilà, la vie c'est court, la vie c'est faut profiter de nos proches, finir sur un ton positif. Même si la personne n'est pas là, elle reste dans notre cœur. Oui. L'amour ne meurt jamais. Dans nos souvenirs, dans les photos, voilà. Rester dans des rituels, c'est-à-dire même si le papa ou la maman ou le grand-père n'est pas là, mais il nous reste dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans notre tête. Et voilà, perdurer le souvenir. Très bien. Merci encore, docteur Katia Baidi. Vous êtes pédopsychiatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Et tout de suite, nous passons à l'info de la semaine. L'info de la semaine avec Leïla Djibour. Bonsoir Leïla, bienvenue. Merci Mounia, bonsoir à vous et bonsoir aux chers téléspectateurs. Très bien, alors de quoi? Application? Bien-être? Oui. Vous l'avez compris, vous l'avez deviné, nous sommes plus de 3 millions à être connectés, on est hyper connectés, vous le savez, mais malheureusement ça crée de la perte de repères, donc on perd ses repères, on perd sa connexion avec soi-même, on perd sa connexion avec les autres, mais moi ce que je vais vous proposer c'est de la détox digitale. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que la détox digitale? Exactement. Et oui, parce que on se sert des applications pour se connecter, on veut jouer, souvent on joue à beaucoup de jeux pour passer le temps, mais c'est vrai qu'on peut se servir de ces applications de bien-être pour se sentir mieux. Donc les applications de bien-être, je vais vous donner un exemple, les applications du yoga ou bien de la méditation. La méditation qui est en première position par rapport aux autres applications. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qui sont des messages d'encouragement avec des voix envoûtantes, enregistrées. Donc vous pouvez vous enregistrer gratuitement sur ces applications si vous vous sentez un peu trop stressé. Donc là, on parle de détox digital. En décembre 2021, on est 6,2 millions de mobinotes à s'être... On va dire qu'on a utilisé ces applications, donc au moins une fois par jour. Donc ce sont des sites ou des applications. Et il faut dire que les applications pour booster la forme sont en deuxième position. Donc on a parlé de la méditation. Il y a le sport aussi, on en a parlé il y a quelques temps, Mounia, vous vous en souvenez très bien. Différentes applications. Mais il y a d'autres applications, ce sont des guides. Des guides pour répertorier donc, ces endroits de bien-être. Par exemple, les centres de remise en forme, les spas, les salles de sport. On sait que ça a réouvert il y a quelques temps, les salles de sport ont réouvert, donc les lieux où on pouvait partir pour se défouler. Et c'est vrai que ces applications-là servent à répertorier ces endroits. Donc il y a une application qui est 100% algérienne. Voilà, c'est une nouveauté, je vais en parler. C'est Elhana DZ. Donc c'est une application où on peut trouver ces endroits. La paix. Elhana DZ. Ouais. Alors je ne sais pas, Mounia, si vous avez des applications de bien-être sur votre téléphone. Si, j'en ai quelques-unes. Quelques-unes, de respiration. Vous en servez Je m'en sers de temps en temps, ça m'aide un peu à lâcher prise. Tout à fait. C'est le but d'ailleurs. Et je reviens sur cette application, elle ne fait pas que répertorier les endroits de remise en forme, mais elle aide aussi les petits producteurs qui font des produits bio, par exemple, ou 100% naturels. Et ça aide, hein, tout est dans la continuité. Oui. Donc on cherche des produits, on cherche des endroits pour se sentir mieux. Et au final, ça encourage la production nationale aussi. Donc vous pouvez vous inscrire à elhanadz.com et si vous êtes prestataire de services ou bien vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez toujours. Voilà, ça encourage les petits producteurs, les artisans aussi qui font beaucoup de choses. Très bien. Et toi, tu fais du sport, tu fais... On va dire que ça fait partie des nouvelles décisions, mais bon, on va s'y mettre.
Bientôt. Voilà. Et des applications pour te détendre, tu en as sur ton téléphone? Oui, j'ai une application de méditation. Voilà, vous prenez Google et vous tapez méditation application, vous en avez des tonnes. Hein, donc voilà. Très bien. Et ça t'aide vraiment à lâcher prise, à aller mieux? Honnêtement, Mounia, je les mets avant de m'endormir. Oui. Donc ça aide, ça berce d'abord, parce qu'on est des éternels enfants, donc on a besoin qu'on nous berce avec ces voix, je le disais, hein, c'est des voix vraiment apaisantes qui aident à dormir. Donc si vous souhaitez vous détendre, ça peut servir toujours. Oui, ça fait partie de la détox digitale, donc on peut y aller. Voilà. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Merci à vous Mounia. On se retrouve la semaine prochaine? Inch'Allah. Très bien. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour la même émission. Ma famille, ma vie revient mardi prochain. Au revoir.